kiekvienas gabalas, kiekvienas medis yra geras, svarbu, ką iš jo padarai. Jį gali arba sugadinti, arba ką nors padaryti gero. Šiandien ne medžio reikalas, čia tavo natūras priklauso, tas, kurį dirb daro. Aš kartais esu gana patenkinti, sakydamas savo, kad jeigu aš nebūčiau su tuo medžiu užsiėmęs, jis būtų buvęs jau sudegintas arba jis būtų supuvęs kur nors kampe. Tai aš jam praeidžiu gyvenimą. Antonis atvažiavo į Lietuvą, jau kad parsivežėmės jį čia jau Palangoj viską apžiūrėjom, jau viską, apvaikščiojom, tai jis labai norėjo vėl pamatyti ąžuolą. Ąžuolą ir tėviškės vietą. Nu ir apžiūrėjo tą ąžuolą, ten pabuvom. Ir grįžtant jis sako, žinai, ne pačiame ąžuole jėga, bet tose šaknyse čia sako. Visa jėga, sako, čia yra tose šaknyse. Jos brolis, vyriausias Jonas, buvo padaręs tokią verkštę. Labai gražią, išdrožinėtą žūlinę tokią. Ir smeigtukas, ir smeigtuko gale buvo tokia grandinėlė. Ir kada mama verkdavo, ta grandinėlė judėdavo. Tai galėjom žiūrėtis, taip įdomiai. Ir jis sako, va, man po kiek laiko, ten Paryžiuje, prisiminė tas mamos verpimas, sako, ir tas mūsų žiūrėjimas į tą grandinėlę. Ir sako, ale pamėginsiu. Jis sako, tą mamą akyse, sako, tas ratelis, sako, paleikė birstą tam nuotolinų, apačiau tada grandinėlę. Juda, sako, ir va, taip mano gimė tos grandinės. Iš to verkštės smeigtuko grandinėlės mažos. Kad jau mėgėjas buvo tokiem darbeliam visokiem, tai jau tą ir mama pasakojo. Sakė, jeigu tik pasidėsi neši bulvius, pusti kur nors nuveisi, tai jau, sako, tas bulvius ištrūžinėdavo, ateini jau
Ir sako, patvarkęs, sako, su savo drožiniais tokiais. Pavasarį, kada žilvičiai tokie pasidarydavo, žinojo tam tikrą laiką švilpius darydavo. Ir buvo laikas, man tėvai atveždavo iš Turgaus, atveždavo švilpukų. Būdavo arba koks nors gardys, arba antis, arba kriukas, arba ožiukas. Ir su jais ją pučiant galėjai padaryti kokius 3 įvairius garsus, po 2 skilutus iš kiekvieno šono, jas užspaudi, atidarai ir tonus keldavus. Po kiek laiko, kai aš jau pasidarėjau didelis, tai aš maniau, kad nors atgauti tą savo prisiminimą, vaikystės ir padaryti tos pačius švilpukus, kur mano tėvai atveždavo. Ir man būdavo pikta, aš šiek tiek pasimokys ir negaliu to padaryti, ką mūsų paprastai žmoneliai ten darydavo, kad uždėti kelis litus ant Turgaus, be jokių mokslų, be nieko. Tai man pykdavau kartais ir man sunkiai ėjo, man neišeina nė garso išgauti. Aš žinau, buvau užsispyręs, nes žinau žemaitis. Ir tiesiog toliau, tai man reikia kelis metus bandyti, kol aš įgavau pirmą garsą. Na, galų galiu pasisėti. Tai paskiau sakau, gal reikia ir toliau pastumtis tą. Tai kai jie buvo pradėti. Jis baigė čia mokyklą, Kretingos pranciškonų 34 metais. Ir žinau gimnazijoje, jau kad ten reikėdavo ką nors klasėje, žinot, ar pasveikinti, ar mokyklui, ką jau visai, ten būdavo pagrindinių piešėjų. Tie dalykai jį labai traukė. Bet jis įstojo į architektūrą. Jis įstojo į architektūrą, kad ten buvo, kad nebuvo, aš to nežinau. Bet jis kažką, matyt, galvoj pereiti jau, kad sako, nu va, sako, pasakė, kad reikia nupiešti nuogą moterį, o sako, ką mama pasakys, sako, ką reikia daryti, sako, juk mama sako, tais laikais tai buvo didžiausi tie dalykai. Antanai, dauguma tavo darbų yra moteriškos figūros. Kodėl? Kas tau įdomu? Man atrodo, kad moteriška figūra yra vis dėlto gražesnė negu vyriška. Kvepalumai, pas vyrą, kas pas vyrą, apa barzdos, čia lieka. O kas tau yra tavo tarsi idėja? Moters idėja, galbūt, kad moteris turi vyrų idėją, čia mano asmeniškas reikalas.
Le trait de caractère qui m'a le plus frappé en lui, c'est immédiatement la solidité. Et la pureté. Avec ce regard bleu et ce visage très jeune. De façon, Moi, je dirais un homme de pierre, un homme solide, avec une idée, un idéal, son art, avec le silence, la beauté, la bonté, la fermeté et la douceur. C'est ma conclusion. Toi? Ah ben moi, Athanas, autant que de souvenirs que j'en ai, c'est idiot, mais c'est la mer Baltique, la mer bleue, Que tu n'as jamais vue. que j'ai jamais vue. Et Athanas, pour moi, Athanas représente ça. C'est ses yeux bleus et c'est la mer Baltique. Tikrai visi labai bijojo grįžtančius. Labai daug žmonių bijojo ir jisai. Ir paskutiniu laiku jau čia pat rusai netoli, pasiėmė dviratį, sako, ir kaip stovi išvažiavo. Šitas veikalas tavo. Paukštis, pavadinau paukščiu. Ar moka skrist? O jis gali iš pavaikščioti, parodyti savo gerąsias pusės. Bet tai jau parašyti, jau įsiruošęs skristi. Ar tai matai, jis ant dviejų kojų moka stovėti. Ruošęs skristi. Nežinomybė, žinojom, kad daug žuvo, ten Vokietijoje karas, jau ypatingai mamai, tai ašarų prakalbė visą laiką buvo ir aiškiai ir mum, o jam irgi, be maisto, be nieko. Ir jisai sakė, pradžioj ten ir toj Vokietijoje, nu neturi nieko mėginsi, kur nors, kur pamatai sodybą eit, paleidžia šunį, sako, ar tu neįsi, kur tu paeisi, be nieko, su dviračiu. Il a été soutenu par le gouverneur Penn de la zone française en Allemagne à la sortie de la guerre. Il a retrouvé d'autres artistes lituaniens à Fribourg. Il avait réalisé une école des arts et métiers à Fribourg avec d'autres artistes lituaniens. Pas tą gubernatorių ir kitus vykdavo vakarai, šokiai, tokie baliai. O Vokietijoje tuo laiku irgi vyrų labai trūko. Ir atsiveždavo į tuos vakarus, kad damas turėtų su kuo šokti. Tai buvo Antanas ir dar vienas.
ir sapnožudom dodom fakus, rendo labai gražiai apsirengdavo ir šokdavo. Šokdom pašokiau, dėl persirengimo paveža gal į stovyklą, bet jis taip šoko ir su viena, ir jis įsimylėjo, ir to gubernatoriaus dukroje. Ir jį įsimylėjo Antaną. Il était beau. Non, il était très gentil, très très gentil. Et puis on admirait son art. On aimait beaucoup ce qu'il faisait. On aimait beaucoup. Il faisait des belles choses. Moi, je n'étais pas tellement amoureuse. C'est toi qui étais amoureuse de lui. Oui, mon mari était là. Oui, c'était la belle vie parce que c'était la fin de la guerre pour nous. Et on était très heureux de... Antanas avait 25 ans, 5 ans plus que moi. Et moi, j'avais 20 ans. Souvent, et on les faisait, tu te rappelles pas les danses et les chants, les danses lituaniennes traditionnelles, qui étaient très jolies, et les chansons lituaniennes, qui étaient belles. Antanas avait une voix superbe. Antanas a voulu venir à Paris. Alors on s'est renseigné comment faire pour venir à Paris. Et la France n'acceptait que des ouvriers agricoles. Alors j'avais une très bonne amie dont le père était agriculteur, un gros agriculteur de laine. Il a dit, bon ben je veux bien prendre Antanas Mounchis comme ouvrier agricole. Alors il a été ouvrier agricole pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et il est arrivé en France avec toute son histoire et son histoire lituanienne. Et la sculpture, il a permis de donner un sens à sa vie, je pense, d'émigrés lituaniens. Parce qu'il avait cette sensibilité depuis sans doute l'enfance et aussi à travers ses études d'architecture qu'il avait fait à Kretinga, à Kaunas, pardon, et il avait d'arriver, de découvrir ce qu'était Paris, l'art à Paris. C'est probablement été une grande découverte et une joie qui lui a donné l'envie de rester en France et de vouloir ne pas être trop éloigné de la Lituanie, contrairement à d'autres artistes lituaniens qui ont choisi de s'exiler en Amérique, au Canada ou en Australie. Et donc, il a découvert la création d'Henri Moore, de Hans Arp, de Brancusi, d'Henri Lorentz. Et surtout, il a choisi d'apprendre la sculpture grâce à une bourse à l'atelier de Zetkin. Et ensuite, il est venu à Paris et il habitait dans la chambre de bonne de notre tante. Ma tante l'a hébergé au 7e étage. Elle habitait au 1er et elle l'a hébergé. Avec l'escalier extérieur, pas de salle de bain. Le pauvre Antanas, c'était dur. Mais il était très ami avec ma tante. Ma tante était très chaleureuse avec lui. Elle l'aimait beaucoup. Et ils sont très bien entendus ensemble. Ten irgi pas tos tėvus prasidėjo irgi vakarai, ir jos pasikviesdavo savo draugės, o ta žmona paskui Antano jau buvo draugė. Et visi buvo kilmingi. Et elle faisait croire à ma mère que cet Antanas était son béguin. À vrai dire, c'était moi le béguin d'Antanas. Mais on a fait croire à maman pour qu'elle nous laisse tranquille que c'était elle. Voilà. Ir tėvai galbūt kreivai žiūrėjo, kad tu čia kažkoks atsiradęs ir luomas ne tas buvo svarbu. Ir tai ne taip patarė žengti su kažkur karininku aukšto luomo. Na taip išėjo, kad apsižengė ne su šita, o su ta Florencija Martel. Et je l'ai connu à une soirée chez eux. Et il m'a invité dans sa chambre. Et j'ai donc été boire le martini et le saucisson de mauvaise qualité. Je l'ai trouvé très beau. Et puis j'ai étudié quelques sculptures, très peu, mais qui m'ont plu énormément. Même mon père me disait toujours,
il était un peu utopique. Il me disait, épouse un sculpteur. J'avais 16 ans, 17 ans. Épouse un sculpteur, comme ça. On va travailler dans l'atelier. Et bon, alors je lui ai présenté ce sculpteur. Et lui a été flatté, la fille d'un sculpteur célèbre, parce qu'il était célèbre, les frères Martin. Oui, ils ont Et fait. elle était jolie, elle était séduisante, elle avait 20 ans, il en avait 30. C'était flatteur, c'était très flatteur pour lui. Une belle Française, une belle Parisienne, très parisienne, très parisienne. Oui, je sentais qu'il était différent, c'était un autre monde, et je m'étais tout à fait égale. Et ce que j'ai adoré, ce sont toutes les réunions lituaniennes où il m'emmenait. Et parce que j'aimais tous ces gens-là, j'ai beaucoup sympathisé. Le peuple lituanien que je voyais me plaisait beaucoup. Et puis je m'amusais. Et en fait, nous habitions là chez mon arrière-grand-mère. La grand-mère de ma mère, entre ma naissance, c'était 1954, mais mes parents habitaient là dès leur mariage avec mon arrière-grand-mère. Nous habitions au 5e étage, là-haut, le 5e étage, alors on avait ce magnifique balcon que l'on voit ici. Et c'était une maison que l'on louait. Il n'était pas à nous, on la louait, et les loyers n'étaient pas chers à l'époque. C'était les loyers d'après la guerre, pour le logement, tout ça. C'était amusant parce que mon père, c'était pas du tout son style de vie. Alors il avait repeint les plafonds avec des tas de couleurs, il avait fait des fresques totalement abstraites. Et mon arrière-grand-mère, elle acceptait ça tout à fait, elle trouvait ça, et puis les sculptures, comme une forêt qui habitait le lieu. Et puis il a travaillé à la maison même, des choses en plomb, splendides, qui faisaient étrange dans cet appartement 1900. C'est le 5e. On va sonner. Comment, enfant, je percevais les œuvres de mon père. Elles faisaient partie de ma vie, de mon environnement. C'était normal d'avoir autour de moi, dans un appartement qui était assez grand, les sculptures en bois, certaines pouvaient me servir même de toboggan pour jouer, d'autres je me cachais derrière. Elles faisaient partie de ma vie. Mon environnement. Je ne me posais pas de questions, savoir si c'était bien, pas bien, beau, pas beau. Je les touchais, je les sentais, je les respirais, je les voyais, je les prenais dans mes bras.
Comme des gens qui habitent dans une forêt, ils ne se posent pas de questions pourquoi il y a tel arbre ici, tel autre là, ils sont là. Ils font partie de mon univers. C'est un bout de porte-clés, je sais pas. Hein, c'est que de la récupération. Un os, mais il ne peut rien faire, il ne peut plus faire d'enfant. Tac. Super. Vas-y, Max. Alors ça, c'est un tronc qui était creux, qui était un peu pourri à l'intérieur. Donc il a enlevé tout l'intérieur. Et hop, c'est devenu un gros oiseau. Mais il n'a pas de plume, cet oiseau. On voit son aile, là. Tac. Et toi, t'es bébé oiseau dedans? Ah non, c'était les Russes qui faisaient la guerre en Afghanistan. D'accord? Et celui-là, c'est le dernier arbre. Il est encore vivant, mais hop, tac. Il est plus vivant. Ah, il en a mangé? En bouche. Encore. Il veut encore manger. Le béat a mangé. Ça, c'est un cœur. Et Mons, Monsis. Je vois pas le S. À la fin, M-O-N, C, Y. Voilà, fais un bel Y. C. Ouais. Y. S. Voilà. Ce qu'il faut, c'est rajouter sur le C, tu vois, un petit chapeau comme ça. Parce que c'est ça qui fait le son ch, monchis. On avait fait une grande fête pour l'inauguration du musée, il y a 16 ans maintenant, en juillet 1999. Il y avait tout un bus, des invités, il y avait de la bière, vraiment de la bière d'ici, hein, la bière jamaïcaine, des choses à manger, tout ça. C'était ici le lieu de la fête. Et ensuite, la compagnie avait été voir le vieux chêne. Franchement, on va jusqu'à où là? Et on va jusqu'à sur le chêne. Il est détruit, le chien. On va voir ce qu'il en reste. Non, mais il est déjà là-bas, le chien. Non. Mais si, mais là-bas, c'était quoi alors? On était avant. On était avant. C'est le mémorial de notre village. C'est là où était le village de Monchis. Il a pris cher, le chêne. Très cher. Ce chêne est une sculpture maintenant. Il a atteint une forme de croissance parfaite. C'est le feu qui l'a sculpté. Et c'est vrai que mon père, il regardait un morceau de bois pendant longtemps, il le laissait pendant 1 an, 2 ans. 3 ans. Et puis tout d'un coup, la matière devenait évidente. Ça allait devenir ça. Ça s'imposait à lui. La forme
de ce qu'il allait faire s'imposait à lui. Ça dépassait le cerveau. C'était plus dans le domaine d'une forme de spiritualité qui dépasse la réflexion, qui est dans l'intuition, quelque chose de fondamental. Et pour ça, il faut prendre du temps. Et ce chêne est l'exemple du temps, parce qu'on ne sait pas précisément quel âge il a, ce chêne. 1000 ans, 2000 ans peut-être, on ne sait pas. Des temps immémoriaux qui dépassent ce que la mémoire peut entendre. Et là, peut-être que de petits chênes vont surgir auprès de lui, et à leur tour vont vieillir. Mais il a fait son travail. Et Père Conas a fait le sien. J'ai souhaité découvrir la Lituanie dans l'art de Moncis à travers l'apport de l'art sacré. Et l'art sacré s'est exprimé chez Antanas Moncis suivant différents aspects. Le premier, c'est suivant les commandes qu'il a réalisées en France pour les églises, qui répond à un programme de l'Église en France de rénover les bâtiments, les édifices religieux pour introduire la modernité dans les églises. Et le chemin de croix de l'église de Saint-Marcel-de-Lens rentre parfaitement dans ce programme. Il est référencé dans les revues d'art sacré en France à ce titre-là. Et il y a aussi l'art sacré d'un point de vue de la mythologie lituanienne et qui dépasse la religion chrétienne et qui remonte à bien avant l'arrivée du christianisme au XVe siècle en Lituanie. Et cet apport-là m'a permis de découvrir une mythologie formidable qu'on connaît assez peu connue, qu'Argidas Dramas a tenté de relater dans ses écrits, et d'ailleurs pour lequel Antanas Moncis a réalisé la couverture d'un de ses ouvrages. Et l'apport des influences indo-européennes dans la culture et dans les formes d'animisme qui persistent en Lituanie et qui existent toujours, et qui s'expriment aussi dans l'art d'Antanas Moncis, dans ses œuvres qui s'appellent La déesse au serpent ou Laima, qui sont des références directes à la mythologie lituanienne. Et les dernières recherches de Maria Giguntas sont tout à fait intéressantes parce qu'elles remontent à 20 000 ans avant Jésus-Christ, l'existence d'une croyance qui aussi s'est exprimée en Lituanie et que l'on peut retrouver aujourd'hui jusque dans l'art d'Antanas Moncis.
kaip augalas auga, jis pasirenka savo judesį, formą, kryptį, šakos, taip močios skulptūra irgi auga, pasirenka savo kryptį, formą, liniją, kiaurymę atsiranda, pakyla, pasvyra. Gyva skulptūra nepasvyra. Judanti, gali judinti, jūs visą laiką sakydavau, palieskit. Ateinat į muziejų, lieskit man. Pasiimti praeitį, niekados turbūt parodai nebuvo eksponatų, rankomis neliesti. Atvirkščiai, eksponatus galima liesti. Jis ugdo žmoguje savybės, kurios neleidžia būti teroristui, agresyviam, piktam, žaidybiškas yra labai. Yra mano rankų istorija, kur aš maždaug 2 metus turėjau tik rankas. Iš kur tas iškilo, tai aš buvau biškį, kaip tik tai susinervinęs ar priešingas, buvo tokia tendencija, kad tik protas turėjo viską dominuoti. Ir tuo metu buvo tokių elektroniškų smegenų atradimai. Tai aš pagalvojau, kad vis dėlto gerai, smegenys labai gerai, bet taip kaip mokslininkai buvo kartu irgi pripažinę, kad tokie delfinai, pavyzdžiui, jie turi lygiai gerus smegenis kaip ir žmonės, bet jie neturi rankų. Tai jie negalėjo sukurti civilizacijų, kaip žmonės sukūrė įvairių civilizacijų. Jos buvo arba geras, arba blogas, bet jos buvo civilizacijos. Kažkaip man užėjo noras rankas daryti. Oui, quand j'évoque en pensée mon père, c'est de la tendresse et de la force. C'est deux notions qui sont très éloignées, cohabitaient très bien chez lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, sans parler, sans dire un mot, pouvait me faire sentir en sécurité. Ilgatarpą tik su Kristupu, 15 metų, tik su Kristupu gyveno. Pirmoji, kad išėjai paslaptinga, gerai uždirbantį. Ir aš sakau, jei pasidarytų neįdomu, sakau. Juk, sako, aš tada nesuprantu moteriškų, sako, tiek jums visko reikia, tiek jums, ką tu galvoji, sakau. Aišku, sakau, tai reikia. Alors j'habitais là avec mon père entre 1968 et 1973. Ensuite, mon père a continué à vivre ici jusqu'à sa mort, jusqu'en 1993. Je vais aller sonner, on sait jamais.
l'a dérangé. Mon père disait qu'il a toujours gardé son âme d'enfant. C'est ça qui lui permettait de faire ce qu'il faisait. Être adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Être dans les rails, dans les codes. Être responsable, voilà, responsable. C'est lourd, on ne peut pas être responsable de tout le temps. Alors on devient quelqu'un de terriblement ennuyeux. Talkative, and so I mean he was quite old when I was born, and so we did not talk that much. I was too young to talk a lot with him, but he would always make a rest in the afternoon, and I was used, for example, to sit next to him and to read. And so our relationship was more being in touch, always having contact, more than talking. It was like just being next to him and touching each one the other. So in that way, that was something that I could feel when you talk about touch. That it was the sense we used more actually. I always wanted to touch sculptures when they were brown. It looks like it invites you to touch it really, and because it's not sharp. And so this is something that I had really from his work. And what I also had a few years ago, I was very sensitive when people were like hitting stuff or making noise. Like when you take a stick and just bump it against something, because for me it was like the materials had a life also. And I suppose that's something that I had from my father's work, because he, how to explain it, it's just like he used the material and gave this material a new life. So he was like creating, not a human being, but he was creating a being somehow. And so just to hit something without a sense was an aggression to me. And that was really something that sometimes I was like totally shocked by that. Because I really, because it was an aggression to a material thing.
but I wasn't used since my father was making those also, but he was giving a shape to something, and so that wasn't an aggression. Il y a eu une discussion qui a commencé à table et mon père a raconté cette histoire comme quoi il était en Italie avec un jeune copain et ils avaient une carabine, un fusil. Et le copain a visé un oiseau et il l'a tué. Mais il ne pensait pas le tuer en fait. Voilà. Et bah, il a très vite regretté en fait son geste. Et il y avait un deuxième oiseau. Et le deuxième oiseau, il regarde et dit mais qu'est-ce qui est arrivé à mon partenaire? Qu'est-ce qui se passe? Et mon père, il était tellement furieux de cette scène qu'il a pris la carabine et il a tué le deuxième oiseau. Alors évidemment, j'étais un peu, je savais pas quoi dire là-dessus. Mon demi-frère a dit c'est juste. J'ai dit je sais pas. Le silence, il exprime très très bien des choses comme ça, ou juste un regard, ça suffisait pour comprendre. Puis bon, les sculptures, évidemment, ça fait partie de ce silence et de ce langage, puis de ce que ça veut dire. Il adorait son fils, Antanas. À moi, il m'a dit, la passion de ma vie, c'est mes 3 enfants. Je ne regrette jamais, je n'ai rien regretté de ma vie. Surtout, tellement j'ai adoré mes 3 enfants. Sa sculpture et ses 3 enfants. Avec les femmes, il n'a pas eu de chance. Et il n'avait pas de sens de l'influence. Ces 2 femmes lui ont reproché qu'il ne s'occupait pas assez de gagner sa vie. Il s'en fichait un peu. Oui. Alors, c'était le vrai artiste qui ne voulait pas de compromis. Et ces 2 femmes en ont souffert. Florence est partie aussi, et Marguerite en a passé aussi. O canto nu šarode Antane? Tai čia yra serija tokia, kur aš vadinu beždžionius sapnus, O kodėl beždžionės sapnas? Arba svajonės. Nu, tai pačiai, kad buvo beždžionė.
Bet kur beždžionė. Nu, aš nežinau, ar kas įgaliau ar ne, bet gyvulys ar gėlė ar kokia nors augalas, mes beveik tą patį gyvenimą gyvenam ant šitos žemės. Ir mano tas jo draugas, profesorius Grėjimas, sakydavo, aš Antaną labai vertinu už tai, kad jis neišduoda meno, sako. Jis sako, nepasiduoda. Antano nieks nepajudins, sako. Antanas Monsis était très préoccupé pour garder son intégrité et son indépendance. Et lui, il ne cherchait pas à vouloir produire pour vendre, pour gagner une renommée et une célébrité. Lui, il avait l'amour de la matière, c'était sa raison d'exister. Il écrit dans ses souvenirs, dans ses carnets, il écrit « Si j'avais à refaire ma vie, je ne verrais pas d'autre choix que de me remettre à la sculpture. » Et il était indépendant des influences de mode et de tendance pour se soumettre à un principe commercial. Et certaines galeries ont peut-être cherché à vouloir l'influencer pour produire dans une orientation, mais Monsis, chaque matière, chaque bloc de bois, chaque bloc de pierre est une rencontre. Et il ne peut pas déterminer sa création pour des commandes orientées. Chaque commande que des amis collectionneurs ou des mécènes lui ont demandé de réaliser sont des commandes où il y a un emplacement, un matériau, et le reste est une liberté totale qu'on lui a offert dans ses réalisations. Et s'il les a réalisées, c'est sûrement pour cette raison. Et les galeries, à ce moment-là, il y avait une forte pression dans le milieu parisien dans les années 60 qui a généré une grande querelle entre les figuratifs et les abstraits. Et je pense que certaines galeries, pour pouvoir vivre, devaient absolument chercher à exposer des œuvres d'abstraction et d'abstraction géométrique. Mais Monsis n'est pas un artiste conceptuel ou théoricien. C'est d'abord un sculpteur qui à chaque fois propose une rencontre avec la matière. Et ce travail, cette façon d'aborder la matière propose à chaque fois une œuvre nouvelle et des formes qui sont réinventées en permanence. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être un galeriste ou un musée. C'est d'abord l'artiste et la nature. Retourné en Lituanie en 1989 pour la première et la dernière fois, puisqu'il n'est jamais retourné ensuite. C'était pour un peu plus d'un mois, hein. C'était l'hiver. Je l'ai senti très ému, très ému, très attentif, aux aguets. Et en même temps, avec son regard aussi de sculpteur, d'artiste, cette distance que l'on met avec certaines choses. Mon père a revu sa mère après 47 ans sans la revoir. Ça, c'est un moment extrêmement fort. Hein. Les romans, les
films ne montrent pas des choses comme ça. Nerveux, ému, donc il avait recommencé à fumer. Et puis il était devant la porte, c'était l'hiver, il fumait sa gauloise, une cigarette sans filtre, forte, du tabac brun. Et puis la porte s'ouvre et sa maman, qui avait 92 ans, une très vieille femme, s'encadre dans la porte et le voit en train de fumer. Elle lui dit en lituanien un truc, elle sait pas bien, tu fumes. Elle le gronde. Comme un enfant penaud, puni, elle gâche sa cigarette, il l'écrase. Et puis après ils rentrent, ils enlèvent le manteau, ils s'embrassent, quelques larmes. Et 5 minutes après, moi j'avais discuté avec mes cousines, mes cousins, je les vois, je me retourne, je les vois tous les deux, la tête côte à côte, sur le canapé, en train de chantonner des chansons, des berceuses lituaniennes, des chansons. Et tu te rappelles celle-là, et puis celle-là, et puis c'était parti, et voilà, ça chantonnait, c'était comme une mère et son fils, comme une mère et son bébé, comme... c'est un moment extraordinaire. Grodne išlipa, anau pasiteka, atvežė į Vilnių ir tada jau prasidėjo tas toks. Ir su giminėm, ir su meno žmonėm, nes Vilniškė menininkas stengiasi kuo daugiau parodyti, kas Lietuva yra, koks Vilniaus menas yra. Ir antras dalykas, šiuolaikinio meno centre vyka paroda ir ano darbą ten buvo išstatyti. Tai anam čia buvo pats geriausias priėmėms, koks tik tada galėjo būti. Čia man viskas buvo gerai, štai tada mums buvo namus, kaip būtų ten. Mums buvo tarp Staviškių, o Paryžiuje tai Kaunas iš Staviškių turėjo. Vaikus turėjo. Buvusios žmonas, aišku, draugos turėjo labai daug, bet tos tokios tų šaknų šalia nebuvo. Ir galbūt yra tokie kūrinė tokie kaip šaknis.
est venu au Moulin pour la première fois en 1953. Donc c'est un domaine qui appartient à la famille depuis des générations. Et évidemment, les Martel étaient contents d'accueillir un sculpteur, un futur gendre, le mari de Florence. Quelquefois, il allait également faire du cheval avec Jean Martel, son beau-père, qui aimait beaucoup aussi l'équitation. Donc ils louaient chacun un cheval pour l'après-midi et se promenaient sur les dunes de Saint-Jean-de-Mont. Ça lui rappelait de son enfance, ça lui rappelait les chevaux de son père, ça lui rappelait la jument qu'il avait eue quand il était tout petit, que lui avait offert son père, et avec laquelle il faisait tous les jours des promenades, de longues promenades. Il aimait beaucoup les chants aussi, les chants traditionnels des Vendéens. Des chants très populaires, des chants sans musique, sans accompagnement, qui lui rappelaient là aussi des chants populaires de Jamaïtia, qu'il a entendus, qui ont bercé son enfance, et puis ensuite son adolescence, des chants qu'il a mémorisés lui-même. Oui, il se sentait bien ici. Vous voyez bien. Nature, des champignons, des gens. Ils allaient souvent travailler avec les paysans à la ferme à côté. Quelquefois, c'était les gros travaux, il y avait la moisson, le blé était fauché, et ensuite il fallait battre le blé. Donc il y avait la batteuse qui venait pour une journée, et il y avait 30 bons hommes qui travaillaient là-dessus. Mon père, on lui faisait porter des sacs très lourds, pour voir son endurance, sa force. Et après, il y avait une grande fête, des grands dîners, des chansons. C'est là où il chantait Bouzgaray, Bouzgaray, Bouzgaray. Advajavo pirshles dalomai, sudidele nosim, Bouzgaray, Bouzgaray, Bouzgaray. Il y avait tous les paysans vendéens qui répétaient Bouzgaray, Bouzgaray, Bouzgaray. Puis eux aussi, ils avaient des chansons qu'ils apprenaient à mon père, tout ça. Ça chantait beaucoup ici. Chez nous la pendule, oui, chez nous la pendule. Chez nous la pendule, oui, chez nous la pendule. Et avancez, recule, oui, avancez, recule. Avancez, recule, oui, avancez, recule. Hey! Et la patronne t'a balancé. Et la patronne t'a balancé. Et la petite olive, Et nous voilà sur la place Montchiaï, la place des Monchis, du nom du village de la famille qui a été rasée par les soviétiques. Alors symboliquement, on a décidé, avec mon père, avec sa sœur Béroutée qui était venue ici en 1982, avec ma mère, avec mon frère et ma sœur Sabina, mon frère Andreas, de baptiser un endroit baptisé, de nommer un endroit Montchiaï, place Montchiaï. Donc on a fait une inauguration avec de l'accordéon, avec la plantation d'un chêne par ma tante, un petit discours. C'était très chaleureux. Après on a bien mangé, on a bien bu, on a fait la fête pour célébrer cet endroit. Il y avait une pancarte, mais malheureusement avec la tempête et tout ça, elle a disparu, on va en remettre une autre. Sur cette pancarte, il y avait place Montchiaï avec des petits champignons qui étaient dessinés. Bienvenue à place Montchiaï.
Aussi, peut-être, ouais. Ouais. Le coq était installé dans un lotissement, dans la commune de Saint-Gilles, et pendant 50 ans, il n'a pas attiré les foules, il était dans le milieu d'une impasse, et lorsqu'on a décidé une requalification urbaine, je me suis souvenu de ce coq, qui m'avait intéressé dans les premières années, que j'avais déjà croisé, on dit ça comme ça. Et puis j'ai alerté les services le jour de la démolition en disant mais il y avait un coq là. Donc c'est Jean-Philippe qui est allé sur place, qui a retrouvé le coq dans la benne. Il était en mauvais état et il a réussi à le faire parler. Et c'est là qu'on a découvert l'inscription Moncy. On était perdus parce que personne ne connaissait Moncy, Antanas Moncy. Et puis évidemment, Internet aujourd'hui permet le voyage et la découverte. Et on a ainsi trouvé la Lituanie. Alors on est encore plus perdu, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'un coq lituanien vient faire dans le milieu de la commune de Saint-Gilles? Étrange. Mais finalement, c'était un vrai bonheur, puisque ça nous a permis de découvrir votre maman, donc son épouse, et puis vous, et votre famille. Donc c'était un vrai bonheur. Donc ce coq, on a fait revivre. On l'a choyé, comme un coq en pâte, qu'il n'était pas, mais on l'a choyé. Mais bon, ça a été bien refait. Et dressé sur son piédestal, on l'a installé là, au milieu de la ville. Alors, Moncy avait l'habitude de dire qu'il accouchait de ses œuvres comme ça, et qu'il fallait, pour continuer la patine, il fallait le caresser. Donc, j'ai écrit un petit bouquin, vous vous souvenez, voilà, et j'invite la population à bien caresser le coq de temps en temps. C'est bien, ça porte bonheur. Ouais. Et puis je ne serais pas étonné que si un jour il y a un jumelage avec Palanga, bah, il va peut-être se mettre à chanter. Peut-être. On ne sait pas. Il nous a déjà délivré tellement de surprises qu'on n'est pas une surprise près. C'est un peu lui, très lumineux d'ailleurs entre l'Atlantique et la Baltique. Oui, sûrement. Sûrement. En tous les cas, une très belle histoire. Sugrįžti, kaip jis vis sakė, dieną galvoju, naktį sapnuoju apie Lietuvą. O sakė, nieko nesu padaręs iš Lietuvos medžio, nieko iš Lietuvos akmens. Nu, sako, kai grįšiu, sako, tai jau. Ir nebeteko. Aš 100% žemaitis. Su bizniu neturiu jokio supratimo, ko jis nori pakratyti Žemaitį ir įvystyti savo tėvų kapą.
Ačiū labai visiems, kurie čia buvo. Ir pirmiausia, tai labai norėtųsi padėkoti Karolinai Masiulytei Paliulienei, kuri ambasadoriauja arba yra tiltas tarp Lietuvos ir Prancūzijos arba tarp Panevėžio ir Paryžiaus. Karolina, per jūs daug kas ateina iki mūsų, per jūsų šeimą, per Arūną, per jūsų Linutę, dukrą ateina, dabar jau ir per anūkėlę Petrą matyt. Labai gražu, labai ačiū, kurie šiandien buvot. Man atrodo, kad mes pabuvome gražiai, gerai, susidraugavom su Kristupu, lauksim Kristupo kada nors pasirodėm, kad ir jį galėtume paglostyti kaip šitos šedevrus tėvo jo. Karolina, ačiū širdingai jums, gėlytės. Ir čia yra knyga apie Gabrielę Petkevičaitę bitę su nuotrauka mūsų bitelę. Ačiū labai, Karolina. Dabar kas dar kaip Arūnai jūsų dėliškosios kvietkas, klausykite, už ką čia man tokia laimė. Ačiū labai. Reiks palikti biblioteką, kad visi skaitytojai matytų. Namo. Čia tau asmeniškai Arūnas dovanoja, ne bibliotekai, bibliotekai ir taip išvykusios. Tu neškis. Tokį vakarą sukurtų, kiek yra tavo jėgos. Kas dar norit knygą įsigyti, gaus Karolinos malonų autografą. Ačiū. Aš nežinau, aš neįstumą, aš Tu tiesiog matyti judėsi. Dar viena kaip išbanguot plaukusi kokia gražiai.